J'ai payé le voyage de toute la famille, mais ils sont partis à l'aéroport sans me prévenir. J'ai tout annulé et je suis monté seul en première classe. Après 67 ans à m'occuper des autres, je n'aurais jamais pensé que mes propres enfants m'abandonneraient au moment le plus important. Aujourd'hui je vais te raconter quelque chose que je n'aurais jamais cru raconter. Et si toi, pendant une seconde, tu sens que ça te paraît familier, je te demande juste de laisser un like et de t'abonner. Tu vas m'aider à continuer à vider mon cœur? Je m'appelle Carmen Elena Vasquez, j'ai 67 ans et je vis dans une petite maison en adobe dans le quartier de Xochimilco à Mexico. Pendant 43 ans, j'ai été institutrice de primaire à l'école Benito Juárez, où j'ai appris à lire à plus de 2000 enfants. Mes mains rugueuses gardent encore les taches permanentes de craie et de marqueurs rouges, comme des tatouages qui racontent une vie consacrée aux autres. Ce matin de mars, pendant que je préparais du café de pot dans ma cuisine au carreau bleu, ce que mon défunt mari Aurelio avait posé de ses propres mains il y a 30 ans, j'ai reçu un message WhatsApp qui m'a brisé le cœur en morceaux si petits que je n'ai pas encore fini de les recoller. C'était de mon fils aîné, Roberto, depuis Guadalajara. Maman, nous sommes déjà à l'aéroport. L'avion part dans 2 heures. Merci pour tout. On t'enverra des photos. J'ai lu le message 3 fois avec mes lunettes grossissantes qui tremblaient dans mes doigts ridés. Le café s'est refroidi dans mes mains pendant que mon cerveau essayait de comprendre ces mots qui sonnaient comme un adieu. Alors que ça devait être le début de notre voyage en famille, à l'aéroport. Sans moi. Je suis allé vérifier mon sac à main, ce portefeuille en cuir marron que ma sœur m'avait offert avant de mourir. Dedans, il y avait mon passeport mexicain avec la photo où je souris comme une idiote pleine d'espoir, les billets que j'avais imprimés au cyber du coin parce que je n'ai jamais appris à utiliser ces trucs numériques, et la lettre manuscrite que j'avais écrite pour leur lire pendant le dîner de la croisière. Une lettre où je les remerciais d'être mes enfants, où je leur demandais pardon pour toutes les fois où je les avais grondés petits, où je leur promettais que ce voyage serait pour créer de beaux souvenirs, pas pour parler de problèmes ou d'argent. Parce que cette croisière en Méditerranée n'était pas juste des vacances, c'était ma dernière chance de me sentir partie de ma propre famille avant que la vieillesse ne me transforme définitivement en un poids qu'on supporte seulement les dimanches après la messe. J'avais dépensé toutes mes économies, 240 000 pesos, environ 13 300 $, tout ce que j'avais réuni en vendant les boucles d'oreilles en or de ma mère, la machine à coudre Singer de ma grand-mère et en travaillant les samedis en donnant des cours particuliers à des enfants du quartier Las Aguilas, où les dames me payaient 50 pesos, 3 $, de l'heure et me regardaient avec cette pitié condescendante qui fait plus mal que les cris. 8 jours de navigation de Barcelone jusqu'à Rome. 5 cabines, une pour Roberto et sa femme Leticia avec leurs 2 filles. Une autre pour mon fils cadet Diego avec sa copine Fernanda. Une autre pour ma seule sœur encore vivante, Esperanza, qui viendrait de Puebla avec sa petite fille. Une autre pour mes compadres, Refugio et Pancho, qui avaient été parrains de baptême de Roberto. Et la mienne, que j'avais réservée seule, parce que pourquoi déranger quelqu'un avec mes ronflements et mes pilules pour l'attention? Tout payé, tout confirmé, tout planifié avec la minutie obsessionnelle d'une femme qui a organisé des festivals de la journée de l'enfant pendant 4 décennies. Mes œufs étaient déjà à l'aéroport. Sans moi. Avec des doigts tremblants, j'ai appelé Diego, et la même voix monotone est sortie, cet utilisateur ne peut pas recevoir d'appel. J'ai appelé Esperanza, ma sœur, la seule personne au monde qui devrait être de mon côté. Rien. C'est alors qu'est arrivée la deuxième poignardée, une photo de groupe dans le chat familial. Ils étaient tous là, les 9, souriant dans la salle d'attente de l'aéroport Benito Juárez, avec leurs valises neuves et leurs visages détendus de gens qui partent en vacances sans souci. Roberto portait sa fille cadette. Cette petite fille qui me parle à peine parce que la grand-mère sent bizarre. Diego avait le bras posé sur les épaules de Fernanda. Cette fille qui me répond toujours avec des monosyllabes quand je lui demande comment elle va. Et là, au milieu du groupe, il y avait Esperanza, ma sœur, ma complice de toute une vie, la femme qui avait pleuré avec moi quand nous avons enterré nos parents, quand Aurelio est mort, quand on m'a diagnostiqué le diabète. Elle aussi savait. Elle aussi était là. Elle aussi m'avait abandonné. La photo avait un message de Diego, on part pour ses vacances européennes. Avec des hashtags en anglais Family Trip et Méditerranée en Blessed Family, comme si la douleur pouvait être étiquetée pour faire moins mal. Je me suis assise sur mon fauteuil à bascule en bois, celui où Aurelio s'endormait en regardant les infos. Et pour la première fois en 67 ans, je n'ai pas pleuré. Quelque chose de bien pire que les larmes s'est installé dans ma poitrine. Une froideur qui m'engourdissait des côtes jusqu'à la gorge.
C'était comme si mon cœur avait décidé de geler pour ne pas sentir l'ampleur de cette trahison. Parce que ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un « on a oublié de te prévenir, maman ». C'était une décision délibérée, planifiée, coordonnée entre eux pour partir sans moi, pour prendre mon argent, mes sacrifices, mes rêves de voyage familial, et les transformer en leurs vacances privées. Libre de la grand-mère lourde qui demande si vous avez déjà mangé. Et si vous avez pris vos vitamines. Dehors, les vendeurs de maïs criaient leurs offres en espagnol chantant, mélangés au son des barques qui emmenaient les touristes sur les canaux. La vie de Xochimilco continuait normalement, sans se rendre compte du tremblement de terre silencieux qui venait de détruire les fondations de tout ce que je croyais savoir sur l'amour inconditionnel de la famille. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro de l'agence de voyage. La voix de la demoiselle Mariana de l'agence Viage del Sol sonnait comme si elle parlait à travers du coton quand je lui ai expliqué ma situation. Madame Vasquez, je comprends que vous voulez faire des modifications à votre réservation, mais il y a 9 personnes confirmées. Si vous annulez maintenant, vous perdrez 30% du paiement total, 72 000 pesos, 4 000 $, point. Jeté à la poubelle par la trahison de mon propre sang. Je m'en fiche, ai-je dit, étonné de la fermeté de ma voix. J'ai annulé tout, sauf ma cabine. Mais pendant que j'attendais en ligne avec cette musique instrumentale fade dans mes oreilles, mon esprit est reparti dans tous les souvenirs qui m'avaient mené jusqu'à cet enfer silencieux. Je me suis rappelé quand Roberto avait 17 ans et avait échoué à l'examen d'entrée à l'université nationale. Il a pleuré comme un petit enfant sur mes genoux, mouillant mon tablier de cuisine avec ses larmes de frustration. Maman, je ne serai jamais personne. Je suis un raté. À cette époque je travaillais en double, cours le matin à l'école et l'après-midi je donnais des cours particuliers pour réunir l'argent de ses frais dans une université privée. J'ai vendu ma seule bague de fiançailles, celle qu'Aurelio m'avait achetée avec son premier salaire de maçon, pour payer l'inscription de Roberto à l'Institut technologique de Monterrey. Mon fils, moi je travaille pour que tu étudies. Toi, tu étudies pour avoir la vie que je n'ai pas pu avoir. Je lui disais ça en lui préparant des quesadillas de fleurs de courgettes à 5 heures du matin avant qu'il parte à ses cours. 3 ans plus tard, quand Roberto a eu son premier travail comme ingénieur à Guadalajara, il m'a appelé en pleurant encore, mais cette fois ce n'était pas de tristesse, c'était de joie. Maman, j'ai eu le poste. Je vais gagner 25 000 pesos, 1400 $, par mois. Je vais te rendre tout ce que tu as dépensé pour moi. Il ne m'a jamais rendu rien, pas même un peso. Quand il s'est marié avec Laetitia, une fille de famille aisée qui étudiait l'architecture, j'ai payé la moitié du mariage, 18 000 pesos, 1000 $, que j'ai pris de mon fonds de retraite. Parce qu'une mère ne se marie qu'une fois, maman, et on veut que ce soit parfait. Laetitia ne m'a jamais dit merci. Elle ne m'a même pas incluse dans les photos principales. Dans l'album de mariage, j'apparais sur 2 images, une où je sers de l'eau fraîche aux invités et une autre où je tiens le sac de la mariée pendant qu'elle retouche son maquillage. Diego a été pire. À 23 ans, il est arrivé chez moi avec Fernanda, enceinte de 3 mois, me demandant de l'argent pour sortir du problème. Je suis resté glacé, assise dans mon salon avec mes meubles décolorés, regardant mon fils cadet me demander de l'argent pour tuer mon premier petit enfant. Non Diego, je ne vais pas te donner d'argent pour ça. Je lui ai dit avec une fermeté que je ne savais pas avoir. Il s'est tellement fâché qu'il ne m'a pas parlé pendant 6 mois, jusqu'à ce que Fernanda perde le bébé naturellement et revienne me demander pardon, non pas pour avoir voulu avorter, mais pour m'avoir fait passer un mauvais moment avec sa décision. Des années plus tard, quand ils ont voulu se marier, encore une fois ils sont venus chercher de l'argent. C'est que la famille de Fernanda va payer le voyage de noces à Cancun, mais nous devons payer le mariage, maman. Et tu sais qu'on n'a pas d'économie. J'ai vendu ma télévision neuve, cet écran plat que je m'étais acheté avec ma prime de Noël après avoir regardé des feuilletons pendant 15 ans sur un vieux poste à tube. J'ai vendu ma machine à laver semi-automatique et je suis retourné laver à la main comme quand j'étais jeune. J'ai même vendu mon mixeur et pendant des mois j'ai bu du café instantané parce que je ne pouvais plus moudre les grains, tout ça pour que Diego ait un mariage digne, selon ses mots. À ce mariage non plus, on ne m'a pris en compte pour rien d'important. Fernanda et sa mère ont choisi tout, les fleurs, la musique, le menu, même la couleur de ma robe. Madame Carmen, nous pensons que le rose pâle vous ira mieux que le bleu marine que vous vouliez. Elles m'ont dit ça, comme si j'étais une enfant qu'on doit habiller pour une fête scolaire. Mais ce qui m'a le plus fait mal, ce n'était pas les mariages ni les études payées, c'est quand Aurelio est mort. Cancer du poumon, 4 mois entre le diagnostic et son départ,
maigrissant comme une bougie qui se consume lentement. Je n'ai pas travaillé pendant ce temps-là. Je suis resté à la maison à m'occuper de lui, à le laver, à lui donner ses médicaments toutes les 4 heures, à voir comment mon compagnon de vie disparaissait entre mes bras. Roberto est venu à l'enterrement. Il est arrivé avec sa nouvelle camionnette, avec Laetitia et les filles habillées en noir élégant, comme si elles allaient au théâtre. Il est resté 2 jours, le jour de l'enterrement et le lendemain. Le 3e jour, il m'a dit, « Maman, je dois retourner à Guadalajara. J'ai des engagements de travail. Tu vas aller bien? » Oui, mon fils. Vas-y tranquille. Je lui ai menti. Parce qu'une mère ne peut pas être un poids supplémentaire quand ses enfants ont des engagements importants. Diego n'est même pas venu. Il a envoyé une couronne de fleurs avec une carte qui disait « Pour grand-père Aurelio, avec affection. Famille Vasquez Hernandez. » Comme si Aurelio avait été le grand-père de quelqu'un et pas le père qui l'avait élevé, qui lui avait appris à faire du vélo, qui restait éveillé à l'attendre quand il rentrait tard des fêtes. Fernanda m'a appelé au téléphone. Madame Carmen, Diego n'a pas pu venir parce qu'il a un projet très important au bureau, mais nous voulons que vous sachiez que nous sommes avec vous en pensée et en prière. Pensée et prière. C'est tout ce que j'ai reçu quand j'ai enterré l'amour de ma vie. Les mois suivants ont été les plus durs de mon existence. La maison ressemblait à un mausolée silencieux où chaque objet me rappelait Aurelio. Sa tasse de café sur le comptoir, sa chaise vide devant la télé, son oreiller qui gardait encore son odeur de lotion après rasage et de médicaments. J'appelais Roberto tous les 3 jours. C'est toujours Laetitia qui répondait. Roberto est en réunion, Madame Carmen. Vous voulez que je lui dise quelque chose? Non, je voulais juste savoir comment vous allez. Ah d'accord. Je lui dirai que vous avez appelé. Roberto ne me rappelait jamais. J'appelais Diego le dimanche après la messe. C'est toujours Fernanda qui avait une excuse prête. Il se douche, madame. Vous avez besoin de quelque chose? Comme si avoir besoin d'un service était la seule raison pour laquelle une mère peut appeler ses enfants. La solitude me dévorait vivante. Il y avait des jours où je ne parlais à personne, sauf à Doña Lupita, celle du stand de Gordita. Quand j'allais acheter à manger, parce que cuisiner pour une seule personne était devenu trop triste. C'est pendant ces mois de veuvage récents que j'ai décidé que je devais faire quelque chose pour récupérer ma famille. Je ne pouvais pas continuer à être un fantôme dans la vie de mes propres enfants. Un voyage, ai-je pensé, quelque chose de spécial qui nous unisse encore une fois. J'ai commencé à chercher. Je suis allé au cybercafé du quartier et avec l'aide de Kevin, le petit-fils de ma voisine, j'ai appris à chercher des croisières sur Internet. Madame Carmen, regardez, celle-ci est géniale, 8 jours en Italie, Espagne et France, tout inclus. Le prix m'a donné le vertige, presque 30 000 pesos, 1670 $, par personne. Mais quand j'ai vu les photos des familles souriant sur le pont, s'embrassant devant la mer Bleue, prenant des selfies dans des villes européennes, j'ai su que c'était ma chance. Et c'est mon argent de la retraite, me suis-je justifié. Et si ce n'est pas pour être avec mes enfants, alors pourquoi ai-je travaillé tous ces mois comme une folle? Cours particuliers tous les week-ends, cours de soutien pendant les vacances. J'ai vendu tout ce que je pouvais vendre sans finir dans la misère. Et quand j'ai enfin eu tout l'argent, je les ai appelés pour leur annoncer mon plan. Une croisière, maman. Roberto avait l'air distrait, comme toujours. C'est très cher, non? C'est déjà payé, mon fils. C'est mon cadeau pour vous tous. Ah bon, d'accord. C'était toute son émotion. D'accord. Comme si je lui avais proposé de m'accompagner au marché. Diego a été plus direct. Maman, tu es sûre que tu peux payer ça? On ne veut pas que tu aies des problèmes d'argent juste pour nous donner des vacances. Il n'y a pas de problème, mon fils. C'est quelque chose que je veux faire pour la famille. Bon, si c'est déjà décidé. Aucun des deux n'a demandé si j'étais excité, si c'était quelque chose que j'avais rêvé, si j'avais besoin d'aide pour préparer les détails. Ils ont juste dit oui, comme quelqu'un qui accepte une faveur banale. Madame Vasquez, vous êtes toujours là. La voix de l'agente m'a ramené au présent. Oui, je suis là. Alors je confirme, j'annule 8 réservations et je garde seulement la vôtre. Cabine individuelle comme prévu au départ. Exact. Et l'upgrade en première classe dont vous avez parlé pour la première fois aujourd'hui? J'ai souri. Oui, première classe.
J'ai raccroché et je suis restée assise dans mon fauteuil à bascule avec les mains tremblantes, non pas de peur, mais de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, du pouvoir. Mais ce moment de triomphe n'a duré que quelques secondes, parce qu'aussitôt mon esprit a commencé à se rappeler tous les signes que j'avais ignorés, toutes les petites cruautés que j'avais justifiées avec des phrases comme « Ils sont occupés » ou « Ils ont leur propre vie ». Comme mon anniversaire l'an dernier, mes 66 ans. Une date que j'avais attendue avec joie pendant des semaines, en m'imaginant une petite réunion de famille. Rien d'extraordinaire, juste mes enfants, peut-être mes petites filles, un gâteau très léché comme ceux que je faisais quand ils étaient petits. J'ai nettoyé la maison dès 5 heures du matin. J'ai déplacé tous les meubles pour passer l'aspirateur dessous, même si personne n'allait voir ces endroits. J'ai lavé les rideaux qui n'avaient pas touché l'eau depuis des mois. J'ai acheté des ingrédients frais pour faire du puzzle rouge, le plat préféré de Roberto depuis son enfance, et des chilles en nogada, que Diego adorait pendant les fêtes nationales. J'ai dépensé 400 pesos, 22 $, en nourriture, 400 pesos qui représentaient une semaine entière de mes dépenses normales. À 10 heures du matin, Roberto m'a envoyé un audio WhatsApp. Maman, joyeux anniversaire. On t'aime beaucoup. Letty t'envoie des salutations. Les filles sont à leur cours de natation, mais elles t'envoient des bisous. Un audio de 23 secondes, enregistré pendant qu'il conduisait, parce qu'on entendait le bruit de la circulation et la radio derrière. Diego a été plus créatif. Il m'a envoyé une image téléchargée de Google, un gâteau d'anniversaire générique avec des bougies dorées et la phrase « Joyeux anniversaire » en lettres cursives brillantes. En dessous, il a écrit « Félicitations, maman. Que Dieu te bénisse. » Avec des émojis. Mon fils m'a souhaité mon anniversaire avec des émojis. J'ai attendu jusqu'à 14 heures, assise dans mon salon parfaitement arrangé, regardant le puzzle refroidir et la crème des chilles en nogada commencer à tourner avec la chaleur. J'ai attendu jusqu'à 17 heures, puis jusqu'à 19 heures, quand je ne pouvais plus faire semblant que quelqu'un viendrait. Ce soir-là, j'ai dîné du puzzle froid et j'ai pleuré sur mon assiette. En regardant les photos de Roberto sur Facebook, il avait posté des images d'un barbecue chez ses beaux-parents. Un dimanche en famille parfait, a-t-il écrit, entouré des gens qu'il aime. Je n'étais pas sur ces photos. Je n'avais même pas été invité. Diego avait posté une story Instagram où il apparaissait avec Fernanda dans un restaurant de fruits de mer à la Condesa. Cocktail coloré, plats élégants, sourires éclatants. Une date night parfaite avec mon amour, avait-il écrit, pendant que moi je mangeais les restes de mon anniversaire oublié. Ils célébraient une date quelconque avec plus d'enthousiasme que ce qu'ils avaient montré pour ma propre vie. Mais ce n'était rien comparé à ce qui s'est passé quand je suis tombé malade en novembre. Une grippe qui s'est compliquée en bronchite. Le docteur Ramirez du centre de santé m'a averti qu'à mon âge, toute infection respiratoire pouvait devenir dangereuse. Vous avez besoin de repos absolu, Madame Carmen, et de quelqu'un pour vous soigner. J'ai appelé Roberto. Boîte vocale. J'ai appelé Diego. C'est Fernanda qui a répondu. Oh, Madame Carmen, quel dommage que vous soyez malade. Diego est à Monterrey en formation de travail. Il revient seulement vendredi. Vous avez besoin de quelque chose d'urgent? Je vais très mal, ma fille. Le docteur dit que j'ai besoin que quelqu'un me soigne. Vous êtes déjà allé chez le docteur? Il vous a donné un traitement? Oui, mais je suis trop faible. Je ne peux même pas me lever pour me faire un thé. Silence de l'autre côté. Puis. Vous avez déjà parlé avec Roberto? Il est plus près de vous. Plus près. Roberto vivait à 4 heures en voiture. Diego, à 40 minutes en métro. Roberto ne me répond pas. Là, bon, madame, laissez-moi parler à Diego quand il revient et on verra ce qu'on peut faire. Elle a raccroché. J'ai passé 5 jours couché dans mon lit, me levant seulement pour aller aux toilettes et boire de l'eau directement du robinet parce que je n'avais pas la force de faire bouillir du thé. J'ai mangé des biscuits salés et des comprimés contre la toux, qui avaient un goût sucré qui me donnait la nausée sur l'estomac vide. La fièvre montait la nuit. Je transpirais tellement que je devais changer de sous-vêtements, mais je n'avais pas l'énergie de laver. J'ai accumulé des pyjamas humides dans un coin de la chambre comme du linge sale d'hôpital. Le 5e jour, Doña Lupita a frappé à ma porte. Elle avait remarqué que je ne sortais plus acheter de tortillas, chose que je faisais religieusement chaque matin depuis des années. Oh, Carmelita, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez l'air affreuse.
Elle m'a aidé à me laver, m'a préparé un bouillon de poulet. Elle est restée tout l'après-midi à nettoyer ma maison et à laver mon linge. Une voisine que je connaissais à peine m'a soigné mieux que mes propres enfants. Quand j'ai enfin pu me lever et vérifier mon téléphone, j'ai trouvé un message de Roberto. Maman, Fernanda m'a dit que tu étais malade. Vous vous sentez déjà mieux. 5 jours plus tard. 5 jours à demander si je me sentais déjà mieux, comme si la maladie était un caprice passager. Diego m'a envoyé un virement de 500 pesos avec le message, pour que vous achetiez des médicaments, maman. Prenez soin de vous. 500 pesos. Comme si ma santé se réglait avec de l'argent, et pas avec de la présence. Mais ce qui m'a vraiment brisé, ce fut Noël. Pendant des semaines, je leur ai demandé ce qu'on allait faire. On dîne ici à la maison comme toujours, ou vous préférez qu'on aille quelque part? Roberto me donnait des réponses vagues. On verra, maman. Il reste encore du temps. Diego était plus direct. C'est compliqué, maman. Fernanda veut aller avec sa famille à Acapulco. Et toi, tu ne peux pas venir au moins l'après-midi pour le dîner du réveillon. On va voir. Le 20 décembre, Laetitia m'a appelé. Non, pas Roberto, sa femme. Madame Carmen, c'est Laetitia. Roberto m'a demandé de vous prévenir qu'on ne pourra pas venir à Noël. Les parents de Roberto nous ont invités chez eux à Cuernavaca et on a déjà acheté les cadeaux pour les filles là-bas. Les parents de Roberto, ai-je demandé, confuse. Mes parents, madame, les grands-parents paternels des filles. Les grands-parents paternels. Comme si j'étais une parente lointaine et pas la grand-mère maternelle. Et Roberto ne peut pas venir me saluer, au moins le 24 dans l'après-midi. Je sais que c'est très loin, madame. Et les filles se fatiguent beaucoup pendant le trajet. Cuernavaca est à 1h30 de chez moi. 1h30, c'était très loin pour voir leur mère à Noël. Diego a été plus cruel, mais plus honnête. Maman, la famille de Fernanda nous a invités à passer Noël chez eux à Polanco. Il y aura tous ses frères avec leurs enfants. Ça va être génial. Et moi, je fais quoi toute seule à Noël, Diego? Ben vous pouvez aller avec Esperanza, non? Ou avec une voisine. Esperanza. Ma sœur était partie passer les fêtes chez sa fille à Los Angeles. Mes voisines avaient leur propre famille. Mon fils, je veux juste passer Noël avec mes enfants. Là, maman, ne soyez pas dramatique. C'est juste un jour. L'année prochaine on organise quelque chose. L'année prochaine. Toujours l'année prochaine. J'ai passé le réveillon seul à regarder des films de Noël à la télé en mangeant une salade de pommes achetée toute prête au supermarché. À minuit, quand les cloches de l'église San Bernardino ont sonné, je me suis servi une coupe de cidre et j'ai trinqué seul. À toi, Aurelio, au seul vrai bien que j'ai eu dans la vie. Cette nuit-là, couché dans mon lit double où maintenant je dormais seul, j'ai compris quelque chose que je niais depuis des années. Pour mes enfants, je n'étais plus leur mère. J'étais une obligation sociale qu'ils remplissaient avec l'effort minimum, une vieille femme à tolérer aux dates importantes et à oublier le reste du temps. Mais ce qui m'a le plus fait mal, ce n'était pas les absences, c'était les présences feintes. Comme quand Roberto est venu en janvier par surprise. Il est arrivé un samedi matin avec Laetitia et les filles en disant qu'il voulait passer le week-end avec moi. J'étais si contente que je suis allée au marché et j'ai dépensé presque 1000 pesos en nourriture spéciale. J'ai fait des carnitas, du riz au lait, de l'eau d'hibiscus, tout ce qu'ils aimaient. Mais pendant le déjeuner, j'ai vu que Roberto ne cessait pas de regarder son téléphone. Il répondait à des appels de travail, sortait dans la cour pour parler avec des clients. Mon fils, tu ne peux pas te déconnecter un petit moment? On se voit si peu. C'est que j'ai une présentation importante lundi, maman. Je vérifie juste quelques détails. Laetitia non plus ne participait pas à la conversation. Elle passait son temps à prendre des photos des filles avec mon vieux téléphone, en faisant des grimaces parce que l'appareil photo est très mauvais, Madame Carmen. Les filles, mes petites filles, me parlaient à peine. Quand je leur demandais comment ça allait à l'école, elles répondaient par monosyllabes en regardant des vidéos sur l'iPad de leur mère. Vous ne voulez plus jouer au loto comme avant, ai-je demandé. C'est trop nul, mamie, m'a répondu Sophia. La grande n'a pas de Wi-Fi au point. Wi-Fi. Ma petite fille de 8 ans me demandait du Wi-Fi au lieu de vouloir jouer avec moi. Cette nuit-là, quand j'ai cru qu'on allait enfin parler en famille, Roberto a annoncé.
Maman, demain tôt on s'en va. Je dois rentrer préparer des choses pour lundi. Vous ne pouvez pas rester jusqu'à l'après-midi. C'est que la circulation du dimanche est terrible. Mieux vaut partir tôt. Ils sont partis à 8 heures du matin. Ils n'ont même pas pris le petit déjeuner avec moi. En nettoyant les assiettes qu'ils avaient utilisées, j'ai trouvé une conversation WhatsApp que Laetitia avait laissée ouverte sur son portable, oubliée sur la table de la cuisine. C'était le groupe familial à elle, avec ses sœurs. On revient de chez la belle-mère. Quelle corvée ces obligations familiales. Ah! La pauvre. Comment elle s'est comportée, la dame? Comme toujours, très intense. Elle voulait nous avoir là toute la journée à faire des activités familiales au point. L'activité familiale? Ah, quelle horreur. Mais tu sais comment sont les dames âgées. Elles croient que parce qu'on vient les voir, on doit faire ce qu'elles veulent. Au moins, tu as rempli pour un bon moment. Oui, Roberto dit qu'avec ça on n'a plus besoin d'y aller avant juillet. Juillet. 6 mois plus tard. J'ai lu cette conversation 3 fois, sentant chaque mot m'arracher des morceaux d'âme. Obligation familiale, tu as rempli. Et quelle corvée. J'étais une corvée, une obligation, une flemme. Cet après-midi-là, après leur départ, je me suis rassis dans mon fauteuil à basculer, pour la première fois de ma vie, je me suis posé une question que je n'aurais jamais pensé me poser. Et s'ils avaient raison? Et si je suis vraiment un fardeau? Et si tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai sacrifié, tout ce que j'ai travaillé pour leur offrir une meilleure vie ne valait rien? Et si une mère qui donne tout finit par devenir quelqu'un dont il faut s'enfuir? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, tournant et retournant ces questions qui me brûlaient à l'intérieur comme de l'acide. Et là, dans l'obscurité de ma chambre, l'idée du voyage est née. Pas comme un cadeau pour eux, mais comme une épreuve finale pour moi-même. Mon téléphone a commencé à sonner 3 heures exactement après avoir raccroché avec l'agence de voyage. Roberto, pour la première fois depuis des mois, mon fils aîné m'appelait directement. Allô, ai-je répondu avec un calme dont je ne me savais pas capable. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix sonnait désespérée, agitée comme je ne l'avais pas entendue depuis son adolescence, quand il rentrait tard. Ils nous disent à l'aéroport que nos réservations ont été annulées. Ah oui, je les ai annulées. Comment ça, tu les as annulées? On est tous ici avec les valises. Les filles sont déjà excitées. Eh bien, dommage que vous ne m'ayez pas prévenu que vous alliez à l'aéroport. Moi aussi, j'étais excité. Silence de l'autre côté. Un silence lourd où j'entendais les voix en fond. Le brouhaha de l'aéroport, mes petites filles qui demandaient pourquoi le grand-père criait. Maman, on pensait que vous comprendriez que c'était mieux comme ça. Mieux comment, Roberto? Ben, plus confortable pour tout le monde. Sans complications. Complications. Moi, je suis une complication. Non, maman, ce n'est pas ça. C'est que vous savez comment vous êtes. Vous vous inquiétez beaucoup, vous stressez avec les choses nouvelles et on voulait que les vacances soient relax. Sans moi. Les vacances que j'ai payées seraient plus relax sans ma présence. Et qui a décidé ça? Qui a eu la brillante idée de partir sans la personne qui a payé le voyage? C'était une décision de famille, maman. De famille. Et moi, je ne suis pas la famille. Bien sûr que si, mais. Il n'y a pas de mais, Roberto. Vous avez décidé que je faisais tâche dans mon propre cadeau. Alors maintenant, débrouillez-vous. Je lui ai raccroché au nez. Pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez de l'un de mes enfants. Tout de suite après, les messages WhatsApp ont commencé. Roberto, maman, ne raccrochez pas. On peut arranger ça. Maman, s'il vous plaît, répondez. On est perdu. Les filles demandent ce qui s'est passé. Comment je leur explique ça? Maman, on peut réactiver les réservations. Appelez l'agence. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Puis Diego est arrivé, comme toujours plus agressif que son frère. Maman, sérieux, vous avez tout annulé pour un caprice? On est tous ici plantés comme des idiots à l'aéroport. Fernanda pleure. Sa famille était déjà au courant du voyage. C'est la chose la plus infantile que vous ayez faite de votre vie. On est adulte, maman. Ces vengeances, ce n'est pas bien.
Vengeance. Mon fils appelait vengeance le fait que je ne leur offre plus des vacances après qu'il m'en ait exclu. Mais le message qui m'a le plus fait mal, c'est celui d'Esperanza. Ma sœur, Carmen. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Roberto m'appelle en disant que tu as annulé le voyage. Les garçons disent que tu es très fâché, mais je ne sais pas pourquoi. On peut parler? Esperanza. Ma sœur, ma complice de toute la vie. Elle aussi avait fait semblant de ne rien savoir, comme si elle ne savait pas parfaitement que je n'étais pas incluse dans leur plan. Je l'ai appelée tout de suite. Esperanza, c'est Carmen. Qu'est-ce qui se passe? Roberto m'a appelé en criant. Et qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes vraiment ce qui se passe? Ben oui, sœur. Je ne comprends pas pourquoi tu as annulé le voyage. Esperanza, tu savais qu'ils allaient partir sans moi. Silence. Un silence qui m'a donné toute la réponse dont j'avais besoin. Esperanza, tu savais ou tu ne savais pas? Bon. Roberto m'a dit qu'il pensait que ce serait peut-être mieux. Mieux pour qui? Pour toi, sœur. Ils ont dit que tu te fatigues beaucoup en voyageant, que tu as le mal de mer sur les bateaux. Et qui vous a dit ça? Depuis quand vous savez ce qui est mieux pour moi? Et Carmen, ne te fâche pas contre moi. Moi seulement, toi seulement. Rien, Esperanza. Mais tu es ma sœur. Mais tu étais censé être de mon côté. Je suis de ton côté, mais non. Et si tu étais de mon côté, tu m'aurais défendu quand ils ont décidé de m'exclure. Et tu m'aurais prévenu. Et tu m'aurais demandé ce que moi je voulais. Carmen, tu comprends? Non, c'est toi qui comprends. Ma propre sœur m'a trahi avec mes enfants. Et maintenant tu viens me dire que c'était pour mon bien. Je lui ai raccroché aussi. 1 heure plus tard, les appels en absence ont commencé. Roberto, Diego, Leticia, Fernanda, Esperanza, tous appelaient à la suite, comme s'ils avaient organisé des tours pour marceler jusqu'à ce que je cède. Je n'ai répondu à aucun. Ensuite sont arrivés les audios WhatsApp. D'abord Roberto, avec une voix conciliante. Maman, je sais que vous êtes fâchée et vous avez le droit. Peut-être qu'on n'a pas bien géré la situation, mais pensez aux filles. Elles attendaient ce voyage. Ce n'est pas juste qu'elles paient pour les erreurs des adultes. Ils utilisaient toujours les filles pour me faire du chantage émotionnel. Diego a été moins subtil. Maman, là ça a dégénéré. Tout le monde pleure ici. Fernanda dit comment elle va expliquer à sa famille qu'elle ne peut pas aller en Europe parce que vous vous êtes fâchés. Ce que vous faites est très mauvais. Fernanda, qui ne pouvait même pas s'adresser à moi directement pour me demander pardon. Leticia m'a envoyé un audio en pleurant. Madame Carmen, les filles ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas voyager. Sofia me demande si elle a fait quelque chose de mal pour que sa grand-mère ne veuille pas les emmener. Je ne sais pas quoi leur dire. Et voilà. La manipulation parfaite, transformait ma décision de ne plus être humilié en un acte de cruauté envers mes petites filles. Mais ce qui a fini de me convaincre que j'avais bien fait, c'est un message arrivé dans le groupe familial, où j'étais encore ajouté même si je n'y participais plus depuis des mois. C'était de Fernanda, adressé au groupe, mais clairement pour que je le voie. Famille, je veux vous prévenir qu'à cause de la situation imprévue d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas faire le voyage prévu. Je sais qu'on était tous très excités, surtout les enfants. Espérons que bientôt les malentendus familiaux se résoudront pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Un malentendu familiaux. Comme si le fait qu'il m'ait abandonné était un malentendu. Roberto a répondu tout de suite. Espérons que les choses se calment et qu'on puisse parler tranquillement. Diego, oui. Quand les esprits se refroidiront, on trouvera sûrement une solution. Esperanza, la famille est la chose la plus importante. Je suis sûr que Carmen va reconsidérer. Reconsidérer. Comme si j'étais une enfant capricieuse qui avait pris une décision irrationnelle. Cette nuit-là, quand j'ai enfin mis mon téléphone en silencieux après 17 appels manqués et 43 messages, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Pas une seule fois. Dans tout ce bombardement de reproches et de supplications, personne ne m'avait demandé pardon. Personne n'avait dit « Pardon de t'avoir exclu, maman ». Personne n'avait dit « On s'est trompé de prévoir de partir sans toi ». Personne n'avait dit « On comprend pourquoi tu es blessé ». Seulement des reproches, seulement de la culpabilisation,
seulement des tentatives de me faire sentir que j'étais la méchante de l'histoire. Le lendemain, Laetitia est arrivée chez moi sans prévenir, comme il le faisait toujours dans ma famille. Elle a frappé à la porte à 8 heures du matin alors que je prenais juste mon petit déjeuner, des chilaquiles avec œufs. « Oh bonjour, Madame Carmen. »« Oh bonjour, Laetitia. »« On peut parler ?» Je l'ai laissée entrer, mais je ne lui ai pas offert de café. Pour la première fois en 20 ans que je la connais. Je ne l'ai pas reçue avec l'hospitalité automatique qui était ma marque personnelle. Elle s'est assise au bord du canapé, nerveuse, jouant avec son sac en cuir cher. « Madame Carmen, je viens parler pour Roberto. Il est très affecté par ce qui s'est passé hier. » « Il est affecté, lui ? » ?»« Oui. Il n'a pas dormi de toute la nuit. Il est très confus parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous avez réagi comme ça. » « Il ne comprend pas, hein ? » ?»« Madame. Roberto dit que vous avez toujours eu une bonne relation, que vous ne vous êtes jamais fâché comme ça. Je regardais cette femme mariée à mon fils depuis 15 ans, qui avait vécu des cadeaux et des sacrifices que j'avais faits pour sa famille, et qui maintenant venait chez moi me dire que mon fils ne comprenait pas pourquoi j'étais fâché. « Laetitia, tu as une maman ? » ? « Oui, madame. »« Et comment ta maman se sentirait si vous la laissiez en plan le jour de son anniversaire pour partir en vacances qu'elle a payé ? » Laetitia a baissé les yeux. « Et c'est différent, Madame Carmen. »« Et différent ? Pourquoi ? » ?»« Parce que vous êtes parfois très intense avec les choses familiales. »« L'intense. » Ce mot encore, intense parce que je veux passer du temps avec mes enfants et mes petites filles. Ce n'est pas ça, madame. C'est que vous voulez toujours qu'on fasse tout ensemble, qu'on parle tout le temps, qu'on participe à tout. Et parfois, on a besoin d'espace. De l'espace, loin de moi. De l'espace pour être une famille sans pression au point. Et c'est quoi cette pression, Laetitia ? C'est là que la vérité, cachée depuis des années, lui a échappé. Ben, que vous demandez toujours comment on va, de quoi on a besoin, s'il nous manque quelque chose. Vous voulez toujours aider ou résoudre les choses. Et nous, on est déjà grands, madame. On n'a plus besoin qu'on nous prenne autant en charge. Point. Je suis restée silencieuse, en train de digérer ces mots qui venaient de confirmer mes pires soupçons. Mon amour maternel avait été interprété comme du harcèlement. Mon inquiétude avait été vue comme de l'ingérence. Mon envie d'être proche de ma famille avait été classée comme une pression insupportable. Laetitia, lui ai-je dit avec un calme qui m'a surprise, tu crois que c'est bien de prendre l'argent de quelqu'un pour des vacances et ensuite partir sans cette personne ? Non, madame, bien sûr que ce n'est pas bien, mais... Il n'y a pas de mais. C'est ce que vous avez fait. Madame Carmen, nous allions vous inviter à dîner à notre retour pour vous remercier et vous raconter tout. Un dîner après le voyage, pour me raconter ce qu'ils auraient vécu sans moi. Laetitia, je veux que tu partes de chez moi. Madame Carmen ? Je veux que tu partes et que tu dises à tout le monde de ne plus venir, de ne plus m'appeler, de ne plus m'envoyer de messages. Mais, madame. C'est terminé. Terminé la banque de Carmen, terminé la petite caisse de Carmen, terminé la grand-mère qui offre et qui pardonne tout. Madame Carmen, vous n'exagérez pas ? Non. J'ai crié. Et c'était la première fois depuis des années que ma voix sortait avec une vraie force. Ce qui est exagéré, c'est vous. Exagéré, c'est l'abus que vous avez fait de mon amour. Laetitia s'est levée en tremblant. Je suis juste venu pour arranger les choses. Les choses ne s'arrangent pas, Laetitia. C'est fini. Quand elle est sortie de chez moi, j'ai fermé la porte à clé et je me suis adossé contre elle. Et là, seul dans mon salon silencieux, j'ai souri pour la première fois depuis des mois, parce qu'enfin j'avais dit non et le monde ne s'était pas écroulé. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je n'avais dormi depuis des années. Pas parce que j'étais tranquille, mais parce que mon corps s'était rendu après des décennies de tension constante. C'était comme si j'avais enfin arrêté de porter un sac de pierre dont je ne savais même pas que je l'avais sur le dos. Je me suis réveillé à 5h30 comme toujours, mais cette fois pas pour me préparer à recevoir des coups de fil de mes enfants demandant des services, mais parce que mon esprit était étrangement clair. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'angoisse automatique de me demander de quoi quelqu'un d'autre aurait besoin de moi ce jour-là. Je me suis fait du café de pot, mais cette fois je me suis assise dans mon petit patio derrière, parmi les pots de géranium qu'Aurelio avait plantés avant de mourir. L'aube de mars à Xochimilco était douce,
avec cet air frais qui sentait les fleurs de colorins et la terre humide déchinant pas proche. Mon téléphone était toujours en silencieux depuis hier. Quand je l'ai rallumé, il y avait de nouveaux messages et 18 appels en absence. Cette fois, je ne les ai même pas lus. Je les ai supprimés tous sans les ouvrir, parce que j'avais pris une décision pendant la nuit, dans ces moments de lucidité qui arrivent parfois quand on arrête enfin de se battre contre la réalité. J'allais partir seul sur cette croisière, seul, comme j'avais en réalité vécu toutes ces années, sauf que maintenant je le ferai avec dignité. À 9 h du matin, j'ai appelé l'agence de voyage. Mademoiselle Mariana, ici Carmen Vasquez. Ma réservation est-elle toujours disponible? Madame Carmen, oui, bien sûr. Votre cabine individuelle est toujours confirmée. Vous ne voulez plus réactiver les autres réservations? Non, je veux seulement confirmer la mienne et vous demander quelque chose. Est-il possible de me changer pour une cabine avec balcon? Laissez-moi vérifier. Oui, nous avons de la disponibilité. Ce serait un supplément de 8000 pesos. 8000 pesos. Avant, j'aurais considéré cette dépense comme un luxe impossible. Aujourd'hui, ça sonnait comme le prix juste pour commencer à me valoriser. Parfait. Faites le changement. Et vous êtes sûr de voyager seul? On peut chercher des options de compagnons de voyage si vous voulez. Je suis complètement sûr. Je pars seul et je veux partir seul. Quand j'ai raccroché, je me suis rendu compte que j'avais parlé d'un ton que je ne reconnaissais pas, ferme, décidé, sans l'excuse automatique qui accompagnait toujours mes demandes. L'avion partait dans 5 jours. 5 jours pour me préparer au premier voyage de ma vie où je n'aurais à m'occuper de personne sauf de moi-même. Je suis allé au centre de Xochimilco pour faire des choses que je n'avais jamais faites juste par plaisir personnel. D'abord, au salon de coiffure de Doña Esperanza Martinez, pas ma sœur, mais la dame qui avait un petit salon dans la rue Violta. Pendant des années, j'y étais allé seulement pour me couper les pointes tous les 3 mois, en demandant toujours juste une petite coupe pour que ça fasse présentable. Cette fois, je me suis assise sur la chaise et je lui ai dit. Je veux un changement complet, quelque chose qui me fasse me sentir belle. Doña Esperanza m'a regardé avec surprise. Elle me connaissait depuis 10 ans et ne m'avait jamais entendu demander ça. Vous en êtes sûre, Madame Carmen? Vos cheveux vont bien comme ils sont. Je suis sûr. Faites ce que vous pensez qui me va. Elle m'a coupé 15 cm de cheveux gris, m'a mis une teinte châtain clair avec des mèches dorées et m'a fait une coiffure avec des ondulations douces qui m'ont enlevé des années. Quand je me suis vu dans le miroir, je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait. Elle avait l'air digne, elle ressemblait à quelqu'un qui avait ses propres projets. Vous êtes magnifique, Madame Carmen. Vous avez un événement spécial? Oui, j'ai un rendez-vous très important. Avec qui? Avec moi-même. De là, je suis allé à Plaza Cuemanco, à la boutique où ils vendaient des vêtements pour dames élégantes. Comme disait l'enseigne. Normalement, j'achetais mes vêtements au marché du mardi, en cherchant toujours le plus bon marché et pratique. Aujourd'hui, j'ai cherché ce qui me plaisait. J'ai essayé des robes qui coûtaient plus que ce que je dépense en nourriture pendant un mois entier. Je me suis acheté un chemisier en soie couleur corail qui allait bien avec mes nouveaux cheveux, des chaussures à talons bas mais élégantes, un parfum français qui sentait le jasmin et me rappelait les fleurs du jardin de ma grand-mère. Au total, j'ai dépensé 4000 pesos. 4000 pesos que j'aurais autrefois considéré comme un gaspillage impardonnable, mais qui aujourd'hui semblait être le premier vrai investissement dans mon propre bonheur. La vendeuse, une dame de mon âge appelée Rosario, m'a dit quelque chose qui est resté gravé. On voit que vous achetez pour quelque chose d'important, madame. Vous avez un sourire que je n'avais pas vu avant. C'est que je vais faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Quoi donc? Je vais voyager pour être heureuse. Cet après-midi-là, quand je suis rentré chez moi chargé de sacs et en me sentant étrangement légère, j'ai trouvé Diego qui m'attendait à la porte. Il était assis sur les marches de mon entrée avec une tête d'enfant puni, jouant avec les clés de sa voiture. Bonjour, maman. Bonjour, Diego. Chut, on peut parler? J'ai ouvert la porte et je l'ai laissé entrer, mais cette fois, je ne me suis pas précipité pour lui offrir de l'eau fraîche ni pour lui demander s'il avait mangé. Il s'est assis sur le canapé où il s'asseyait toujours quand il venait me demander quelque chose. Moi, je suis resté debout avec mes sacs d'achat dans les mains. Maman, je veux vous demander pardon. Ces mots que j'attendais d'entendre depuis des années, maintenant ils me sonnaient vides. Pardon.
Pourquoi exactement, Diego? Pour le voyage, pour ne pas vous avoir prévenu qu'on allait partir sans vous. Et pourquoi ils ont décidé de partir sans moi? Il a baissé les yeux. Fernanda a dit que ce serait plus confortable. Fernanda a décidé. Et toi, qu'as-tu dit? Moi, j'ai pensé qu'elle avait peut-être raison. Raison en quoi? En disant que vous vous stressez beaucoup pendant les voyages, maman. Et on voulait que ce soit relax. Et Diego, tu crois que je me serais stressé dans le voyage que moi-même j'ai organisé et payé? Je ne sais pas, maman, peut-être pas. Mais tu ne sais pas. Voilà le problème, mon fils, vous prenez des décisions sur ma vie sans rien savoir de ce que je sens ou veux. Il est resté silencieux en regardant ses mains. Maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Et voilà encore. La mauvaise question. Pas, comment pouvez-vous nous pardonner? Ni, de quoi avez-vous besoin que nous fassions? Mais, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout redevienne comme avant? On ne peut pas arranger. Mais comment ça, on ne peut pas arranger? On est la famille. La famille. C'est quand, la dernière fois que tu m'as appelé juste pour savoir comment j'allais? Maman? C'est quand, la dernière fois que tu es venu me voir sans avoir besoin de quelque chose? Je viens souvent. C'est quand, la dernière fois que tu m'as demandé ce que moi je voulais faire, au lieu de me dire ce qui était mieux pour moi? Il est resté silencieux encore. Et Diego, tu sais quelle date on est aujourd'hui? C'est mardi. C'est l'anniversaire de la mort de ton père. 2 ans jour pour jour. J'ai vu son visage se décomposer. Maman, je ne m'en suis pas souvenu. Je le sais. Tu ne t'en es pas souvenu. Comme tu ne te souviens de rien qui me concerne. Maman, pardon. Vraiment, j'ai oublié. Ce n'est pas que tu as oublié, Diego, c'est que ça ne t'importe pas. Je me suis approché de lui et je me suis assise sur la table basse, face à face. Mon fils, tu m'aimes? Bien sûr que je vous aime, maman. Comment tu m'aimes? Comme une personne ou comme un objet? Et comme un objet? Je ne comprends pas. Les objets sont là quand tu en as besoin. Tu n'as pas à t'en occuper. Tu n'as pas à leur demander comment ils se sentent. Tu n'as pas à te souvenir des dates importantes pour eux. Tu les utilises quand tu en as besoin et ensuite tu les ranges jusqu'à la prochaine fois. Diego est resté paralysé. Maman, je ne vous vois pas comme un objet. Alors explique-moi quand est la dernière fois qu'on a fait quelque chose ensemble que moi je voulais faire. Silence. Quand est la dernière fois que tu m'as demandé ce que j'aime faire pour m'amuser? Encore du silence. Quand est la dernière fois que tu es resté avec moi parce que tu voulais être avec moi, et pas parce que tu avais besoin de quelque chose? Ses yeux se sont remplis de larmes. Maman, je ne savais pas que vous vous sentiez comme ça. Mais tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Rien, Diego. Tu ne peux plus rien faire. Comment ça, rien? Parce que j'ai déjà pris une décision. Je pars demain en voyage seul et, quand je reviendrai, les choses seront différentes. Et différentes? Comment? Et différentes parce que je ne serai plus disponible automatiquement pour tout ce dont vous avez besoin. Je ne serai plus la banque de la famille. Je ne serai plus la grand-mère qui offre tout et ne demande rien en retour. Maman, ne soyez pas comme ça. Comme ça comment? Digne, avec amour-propre? Non, maman, on ne veut pas vous perdre. Vous ne allez pas me perdre, Diego. Vous allez devoir m'apprendre. M'apprendre? Oui. Vous allez devoir apprendre que je suis une personne, pas un service. Vous allez devoir apprendre à me traiter comme on traite quelqu'un qu'on aime, pas comme quelqu'un dont on abuse. Diego pleurait maintenant complètement. Maman, s'il vous plaît, ne partez pas fâché contre nous. Je ne pars pas fâché, mon fils. Je pars libre. Il s'est levé pour m'enlacer, mais pour la première fois de ma vie, je n'ai pas rendu l'étreinte automatiquement. Diego, je veux que tu partes. Je dois faire ma valise. On ne peut plus parler. On a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, c'est le temps des actions. Quand il est parti, j'ai fermé la porte et je me suis adossé contre elle encore une fois. Mais cette fois, je n'ai pas souri, cette fois j'ai pleuré.
J'ai pleuré pour toutes les années perdues, en espérant qu'ils m'aimeraient comme moi je les aimais. J'ai pleuré pour toutes les fois où j'ai confondu l'abus avec l'amour familial. J'ai pleuré pour la femme que j'avais été et qui s'était laissée devenir invisible dans sa propre vie. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement, parce que demain, pour la première fois en 67 ans, j'allais me réveiller sans avoir à me demander ce que quelqu'un d'autre avait besoin de moi. Demain, j'allais me réveiller en me demandant seulement ce que moi je voulais. Et cette question, après tant de temps, sonnait comme une chanson nouvelle. Le matin de mon départ s'est levé gris, avec ces nuages bas typiques de mars à Mexico qui font que tout paraît plus dramatique que la normale. Je finissais d'organiser ma nouvelle valise, une roulette couleur bordeaux que je m'étais achetée hier chez Liverpool. Quand j'ai entendu le bruit de plusieurs voitures arrivant dans ma rue, je me suis penché à la fenêtre de ma chambre et j'ai vu quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Toute ma famille était là. Roberto descendait de sa camionnette avec Laetitia et les filles. Diego arrivait dans sa voiture avec Fernanda et, pour couronner le tout, Esperanza se garait juste en face de ma maison dans sa Tsuru blanche. Ils étaient tous venus en caravane, comme s'ils avaient planifié une intervention. Ils ont frappé à la porte avec cette insistance que je connaissais bien, la même qu'ils avaient quand ils avaient besoin d'argent en urgence. « Maman, ouvrez !»« C'est nous !» criait Roberto. « Madame Carmen, s'il vous plaît. » C'était la voix de Fernanda. « Carmen, c'est moi, ta sœur. » Esperanza avait l'air presque désespéré. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, les 9, debout sur mon petit perron comme une délégation officielle. Les filles devant, évidemment placées stratégiquement pour m'attendrir. Roberto et Diego sur les côtés comme des gardes du corps. Les femmes derrière avec des têtes de circonstance. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé sans les inviter à entrer. « Maman, on est venu parler », a dit Roberto avec cette voix grave qu'il utilisait quand il voulait sonner autoritaire. Là, ça a dégénéré. Ça a dégénéré? Quoi exactement? Tout ça, le voyage annulé, vous fâchez, la famille divisée. La famille n'est pas divisée, Roberto. Vous m'avez séparé de la famille depuis longtemps. Esperanza s'est avancée avec les yeux rouges comme si elle avait pleuré toute la nuit. Carmen, s'il te plaît, on est la famille. Les problèmes se résolvent en parlant. Maintenant vous voulez parler. Après des années à prendre des décisions sur ma vie sans me consulter. Laetitia portait la plus petite de mes petites filles et s'est approchée. Madame Carmen, regardez, Sofia veut vous dire quelque chose. La petite, qui avait à peine 5 ans, m'a regardé avec ses grands yeux qu'elle avait hérités de Roberto. Mamie, pourquoi tu ne veux plus nous emmener en voyage? J'ai senti comme si on m'avait donné un coup de pied dans l'estomac. Utiliser une enfant de 5 ans pour me manipuler, c'était un niveau de cruauté que je n'attendais même pas d'eux. Sofia, mon amour, moi je veux t'emmener en voyage, mais les adultes de ta famille ont décidé qu'il valait mieux partir sans la grand-mère. Pourquoi, a demandé la petite, avec cette innocence brutale des enfants. Demande à ton papa, mon cœur. Roberto est devenu tout rouge. Maman, ne mêlez pas les petites à ça. C'est moi qui les mêle? Vous avez amené les petites pour me faire du chantage. Ce n'est pas du chantage, intervint Diego. C'est que nous voulons que vous compreniez que vos décisions nous affectent tous. Mes décisions vous affectent, et les vôtres ne m'affectent pas, moi? Fernanda s'est avancée avec ce ton doux qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose. Madame Carmen, nous comprenons que vous vous êtes senti mal, mais nous avons déjà demandé pardon. On ne peut pas tourner la page? Tourner la page, si facilement. Oui, dit Roberto. On est la famille. Dans les familles, on pardonne. On pardonne. Qui m'a vraiment demandé pardon? Silence. Et Diego m'a dit hier, pardon de ne pas vous avoir prévenu. Ça, ce n'est pas demander pardon de m'avoir exclu, c'est demander pardon d'avoir été découvert. Maman, ne compliquez pas les choses, commença Diego. Je ne les complique pas, je les rends claires. Je me suis adressé à tous, mais surtout à Esperanza. Vous savez quoi? Vous avez raison. Parlons. Entrez. Les 9 sont entrés dans mon salon comme une procession funèbre. Ils se sont assis là où ils s'asseyaient toujours. Roberto et Laetitia sur le canapé principal, Diego et Fernanda sur les chaises de la salle à manger que j'avais apportées pour l'occasion. Esperanza dans ma chaise à bascule. Les petites sur le sol, en train de jouer avec leurs tablettes.
Moi, je suis resté debout pour la première fois dans une réunion de famille où tous les autres étaient assis. Je veux vous poser une question, ai-je dit. Et je veux que vous répondiez avec une honnêteté totale. Ils se sont regardés, nerveux. C'est quand, la dernière fois que l'un de vous a fait quelque chose pour moi sans que je le demande? Silence total. Roberto, c'est quand, la dernière fois que tu m'as appelé juste pour me demander comment j'allais? Maman, je vous appelle? Quand? Ben, régulièrement. Quand? Donne-moi une date. Il n'a pas pu. Diego, c'est quand, la dernière fois que tu es venu me voir sans avoir besoin d'argent ou de service? Maman, je viens souvent. Tu viens pourquoi? Ben, pour vous rendre visite. Et qu'est-ce qu'on fait quand tu viens? Silence. Je vais te dire ce qu'on fait. Tu arrives, tu t'assois, tu me racontes tes problèmes, je te donne des conseils que tu ne suis pas, je te prête de l'argent que tu ne me rends pas, et tu t'en vas. Ça, ce n'est pas une visite, c'est une consultation gratuite. Esperanza a essayé d'intervenir. Carmen, sœur, ne sois pas si dure. Dure? Esperanza. Tu savais qu'ils allaient partir sans moi. Oh bon, Roberto m'a dit. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'allais faire? Me défendre, m'appeler, me demander ce que j'en pensais, Carmen. J'ai pensé. Tu n'as rien pensé. Tu as décidé qu'il était plus confortable pour toi de leur donner raison que de défendre ta sœur. Je me suis adressé de nouveau à tout le monde. Vous savez quel est le problème? C'est que vous ne me voyez pas comme une personne. Vous me voyez comme un service. Ce n'est pas vrai, protesta Laetitia. Non. Alors explique-moi quelque chose, Laetitia. C'est quand, la dernière fois que tu m'as demandé ce que j'aime faire pendant mon temps libre? Ben, vous êtes toujours occupé avec vos trucs. Quels trucs? Comment sais-tu que j'ai des choses que j'aime si tu ne me l'as jamais demandé? Eh bien, je suppose. Exact. Vous supposez. Vous supposez tous. Vous supposez que je vais bien. Vous supposez que je n'ai besoin de rien. Vous supposez que ma vie, c'est de m'occuper de vous. Je me suis approché de la table où j'avais les photos de famille comme toujours. J'en ai pris une où nous étions tous à la première communion de Sofia. Vous voyez cette photo? Je la montrai pour que tous la voient. Vous savez à quoi je pensais quand on l'a prise? Ils ont fait non de la tête. Je pensais, pourvu qu'un jour ils me demandent ce que moi je veux. Mais vous n'avez jamais demandé. Fernanda a essayé de parler. Madame Carmen, si vous aviez besoin de quelque chose, vous pouviez nous le dire? Fernanda, tu crois que c'est juste qu'une mère doive demander à ses enfants qu'ils l'aiment? Ce n'est pas ça. Alors, c'est quoi? C'est que vous ne vous plaignez jamais. Parce qu'on m'a appris que les mères ne se plaignent pas, que notre travail est de donner et donner jusqu'à être vidé. Roberto s'est levé, visiblement mal à l'aise. Maman, que voulez-vous qu'on fasse? De quoi avez-vous besoin qu'on change? Et voilà encore la mauvaise question. Roberto, la question n'est pas ce que je veux que vous fassiez. La question est, est-ce que ça vous tient vraiment à cœur de le faire? Bien sûr que ça nous tient à cœur, vraiment. Parce que vous êtes venus ici en groupe, comme une délégation pour me convaincre de redevenir la même qu'avant. Vous n'êtes pas venus pour vous excuser sincèrement, vous êtes venus pour négocier. Diego s'est levé aussi. Maman, on vous aime. Vous m'aimez? Comment vous m'aimez? Ben, comme on aime une mère. Et comment on aime une mère, Diego? Avec respect, avec affection. Où est ce respect quand vous prenez des décisions sur ma vie sans me demander? Où est cette affection quand vous partez en vacances que j'ai payées sans me prévenir? Esperanza a commencé à pleurer. Mais Carmen, ça suffit. Esperanza, lui ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. Mais tu sais quelle est la différence entre une famille et des gens qui partagent le sang? Laquelle? La famille t'inclut. Les gens qui partagent le sang te tolèrent. Je suis allé dans ma chambre et je suis revenu avec quelque chose que je gardais pour ce moment. Une vieille boîte à chaussures où j'avais tous les reçus de tout ce que je leur avais donné au fil des ans. Frais de scolarité, urgence médicale, acompte de maison, mariage, baptême, prêt jamais remboursé. Vous voulez savoir combien d'argent je vous ai donné au fil des années? J'ai commencé à sortir les papiers.
Roberto, 230 000 pesos sur les 10 dernières années. Diego, 180 000 pesos. Sans compter les cadeaux, les repas, les vêtements pour les petites. Maman, on ne vous a pas demandé de tenir ces comptes, dit Roberto. Je ne les tenais pas pour vous faire payer. Je les tenais parce que j'étais fier de pouvoir aider mes enfants. J'ai jeté tous les papiers au milieu du salon. Mais vous savez quoi? Jamais, pas une seule fois, aucun de vous ne m'a donné quelque chose qui ne soit pas obligatoire. Un cadeau d'anniversaire, une surprise, une sortie. Rien. Laetitia a essayé de protester. Madame Carmen, on vous a offert des choses. Et quelles choses? Ben, pour la fête des mères. Et qu'est-ce que vous m'avez offert la dernière fête des mères? Elle ne s'en souvenait pas. Une blouse, a-t-elle fini par dire. De quelle couleur? Je ne me rappelle pas exactement. Rose. Vous m'avez offert une blouse rose, qui a coûté 150 pesos, que je n'ai jamais mise parce que ce n'est pas ma taille. Vous l'avez achetée au Walmart sur la route en venant ici, sans y penser, parce que vous vous en êtes rappelé au dernier moment. Tous ont baissé les yeux. Et après m'avoir donné cette blouse qui ne me plaît pas et ne me va pas, vous êtes allé manger avec les autres grands-parents. Diego a commencé à pleurer. Maman, pardon, on ne savait pas que vous vous sentiez comme ça. Mon fils, tu m'écoutes? C'est que vous n'avez jamais demandé. Je me suis dirigé vers l'étagère où j'avais les photos de famille les plus importantes. J'ai pris celle de mon mariage avec Aurelio. Vous savez pourquoi je me suis marié avec votre père? Parce que vous l'aimiez, dit Roberto. Parce qu'il me faisait me sentir importante. Parce que quand il rentrait du travail, il me demandait comment s'était passée ma journée. Parce que quand j'étais triste, il s'en rendait compte. Parce que quand on prenait des décisions importantes, il me demandait mon avis. J'ai tourné la photo vers eux. Votre père m'a traité comme une partenaire pendant 40 ans. Vous m'avez traité comme une domestique toute votre vie d'adulte. Le silence est devenu si lourd que j'entendais le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Alors Sofia, ma petite fille de 8 ans, a demandé avec cette clarté brutale des enfants. Mamie, tu ne nous aimes plus? Je me suis approché d'elle et je me suis agenouillé pour être à sa hauteur. Oh mon amour, je vous aime plus que ma vie, mais je ne peux plus continuer à être la grand-mère qui donne seulement et ne reçoit jamais rien en retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si vous voulez que je sois dans vos vies, vous allez devoir apprendre à être dans la mienne aussi. Roberto s'est désespéré. Maman, mais ça, c'est du chantage. Du chantage, Roberto? Je vous donne de l'amour et vous me donnez des miettes. Je vous donne du temps et vous me pressez. Je vous donne de l'argent et vous me donnez des excuses. Et c'est moi qui fais du chantage? Je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Vous allez tous partir maintenant. Mais Carmen, commença Esperanza, surtout toi, sœur, parce que tu me connais depuis que je suis né et pourtant tu as choisi de me trahir. Je ne t'ai pas trahi. Et si, tu m'as trahi. Tu savais que ce qu'il prévoyait était mal et tu ne m'as pas défendu. J'ai ouvert la porte grand. Partez. J'ai un vol à prendre. Et après, demanda Diego d'une voix brisée. Après, on verra si vous avez appris quelque chose pendant mon absence. Combien de temps vous allez être fâché contre nous, demanda Roberto. Je ne suis pas fâché, je suis libre. Ils sont sortis de chez moi un par un, les petites confuses, les adultes vaincus. Roberto a été le dernier. Maman, quand vous reviendrez du voyage, on pourra parler? Roberto, quand je reviendrai du voyage, je serai une femme différente, et vous devrez décider si vous voulez connaître cette femme ou continuer à regretter celle qui est morte aujourd'hui. J'ai fermé la porte et, pour la première fois de ma vie, j'ai tourné la clé de l'intérieur. Le taxi vers l'aéroport a été le trajet le plus silencieux et en même temps le plus bruyant de ma vie. Silencieux, parce que je n'ai pas dit un mot au chauffeur pendant l'heure de trajet sur le périphérique. Bruyant, parce que mon esprit était un ouragan d'émotions que je ne savais pas comment traiter. Pour la première fois en 67 ans, je me dirigeais quelque part sans avoir à penser à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Je n'avais pas à m'inquiéter de savoir si quelqu'un avait mangé, s'il avait assez d'argent, s'il était à l'aise, s'il avait besoin de quelque chose. C'était effrayant et libérateur en même temps. À l'aéroport, pendant que j'enregistrais mon vol pour Barcelone, la demoiselle du comptoir m'a posé quelque chose que personne ne m'avait demandé depuis des décennies.
C'est votre premier voyage seul, madame? Oui, ai-je répondu, et ma voix a sonné étrangement ferme. Comme c'est excitant. Vous partez pour le plaisir? Plaisir. Un mot que j'avais enlevé de mon vocabulaire depuis que je suis devenu mère. Oui, je pars pour le plaisir. Dans la salle d'attente, pendant que je regardais d'autres familles se dire au revoir avec des câlins et des larmes, je me suis rendu compte de quelque chose. Je ne ressentais pas de jalousie. Pour la première fois depuis des années à voir d'autres personnes avec leurs proches, je ne sentais pas cette pointe de solitude qui m'accompagnait toujours. Je sentais de la paix. Le vol vers Barcelone a été une révélation en soi. Mon siège 12 à côté hublot me permettait de voir les nuages d'en haut, quelque chose que je n'avais vu qu'en photo. Pendant les 13 heures de vol, je n'ai pas eu à me lever une seule fois pour m'occuper de quelqu'un. Je n'ai pas eu à demander si quelqu'un avait faim, soif, froid, chaud, ou s'ennuyait. J'ai lu un roman entier pour la première fois depuis des années, comme L'eau pour le chocolat de Laura Esquivel, que j'avais acheté à l'aéroport. Je me suis tellement reconnu dans Tita et sa lutte pour vivre sa propre vie que j'ai pleuré au dernier chapitre. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de reconnaissance. L'hôtesse, une jeune femme très gentille, m'a demandé si j'allais bien en me voyant m'essuyer les yeux. Je vais parfaitement bien, lui ai-je dit. C'est juste que ça fait des années que je n'avais pas pleuré de bonheur. Barcelone m'a accueilli avec un soleil méditerranéen qui réchauffait différemment de celui du Mexique. C'était mars, mais la température était parfaite pour marcher sur les Ramblas sans se presser, sans avoir à se coordonner avec qui que ce soit, sans demander à quelqu'un s'il était déjà fatigué de marcher. J'ai logé une nuit dans un petit hôtel près du port avant d'embarquer sur la croisière. La chambre était petite, mais avait une fenêtre donnant sur une petite place où les Barcelonais prenaient un café en terrasse et où les enfants jouaient au foot parmi les pigeons. Ce soir-là, en dînant seul dans un petit restaurant près de la cathédrale, il s'est passé quelque chose qui a changé ma perspective pour toujours. Un couple d'Espagnols de mon âge, assis à la table d'un accent grave côté, m'a vu manger seul et m'a invité à les accompagner. Pardonnez-nous, madame, mais ça nous fait de la peine de vous voir dîner seul. Aimeriez-vous vous joindre à nous? M'a dit le monsieur avec cette politesse sincère qui caractérise les aînés espagnols. Au début, ma réaction automatique a été de refuser. Pendant des années, j'avais appris que déranger des inconnus par ma présence était imprudent. Mais quelque chose en moi, né quand j'ai tourné la clé de ma portière, m'a dit de dire oui. Avec plaisir. Merci. Ils s'appelaient Pilar et Manolo. Ils avaient 71 et 73 ans, et étaient mariés depuis 48 ans. Mais ce qui m'a marqué, ce n'était pas la durée de leur mariage, c'était la manière dont ils se traitaient. Ils s'écoutaient, se demandaient leur avis, riaient aux blagues de l'autre, se complétaient les phrases avec tendresse, pas avec impatience. Et Carmen, m'a dit Pilar après que je leur ai un peu raconté mon histoire. Vous savez quel est le secret d'un long mariage? Non. Dites-moi. Que tous les deux veulent être là. Pas que l'un se sacrifie pour l'autre, mais que les deux choisissent de rester chaque jour. Ces mots m'ont transpercé comme une révélation. Et dans les familles, ai-je demandé. Ça s'applique aussi. Manolo a souri avec sagesse. Dans les familles, encore plus, parce que c'est là qu'on tient le plus l'amour pour acquis, et ce qu'on prend pour acquis se dévalorise. Cette nuit-là, allongé dans mon lit d'hôtel, j'ai compris quelque chose de fondamental. J'avais confondu sacrifice et amour toute ma vie. J'avais cru qu'aimer voulait dire disparaître, devenir invisible, vivre pour les autres. Mais Pilar et Manolo m'avaient montré que le vrai amour, c'est quand deux personnes choisissent d'être ensemble sans que l'une s'annule. Le lendemain, je suis monté à bord du bateau. Ma cabine avec balcon était petite, mais parfaite. Il y avait un lit simple avec des draps blancs qui sentaient la lessive, un bureau où j'ai posé mon nouveau journal, et une terrasse privée d'où je pouvais voir la Méditerranée sans filtre, sans avoir à partager la vue avec qui que ce soit. La première nuit à bord, au dîner du restaurant principal, on m'a assigné une table de 8 personnes. Quand je suis arrivé, il y avait déjà une famille italienne, parents, enfants adultes et petits-enfants qui m'ont tout de suite incluse dans leur conversation. Vous voyagez seul, m'a demandé la dame âgée qui s'appelait Francesca. Oui, et c'est merveilleux. Bene. Io ho viaggiato sola per tutta l'Europa quando avevo la sua età, m'a-t-elle dit avec enthousiasme. Sa belle-fille a traduit. Et elle dit qu'elle aussi a voyagé seule dans toute l'Europe quand elle avait votre âge. Vous ne vous êtes pas senti seul, ai-je demandé.
Francesca m'a répondu en espagnol lent mais clair. Madame, est-ce qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul? J'étais seul, mais je ne me sentais pas seul. Je me sentais, comment dit-on? Complète. Complète. Ce mot a résonné en moi comme une cloche. Durant les jours suivants, j'ai redécouvert des choses sur moi que j'avais oubliées. J'ai découvert que j'aimais me lever tôt pour voir le lever du soleil depuis mon balcon avec une tasse de café que personne d'autre n'avait préparé ni servi. J'ai découvert que j'avais des opinions sur l'art quand nous avons visité les musées de Florence. Des opinions à moi, pas influencées par ce que les autres voulaient entendre. J'ai découvert que j'étais une bonne conversationnaliste quand je n'avais pas à m'inquiéter que quelqu'un d'autre se sente inclus dans la discussion. J'ai découvert que j'avais de l'humour, enfoui sous des années de responsabilité et de soucis. À Rome, le dernier jour de la croisière, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je me suis fait prendre en photo seul. Pas des selfies discrets pour envoyer à la famille comme preuve que j'allais bien. De vraies photos où je demandais à des inconnus de me photographier en souriant devant le Colisée, devant la fontaine de Trévi, devant la place Saint-Pierre. Des photos où l'on voyait une femme complète, pas une fraction de famille. Sur l'une de ces photos, prise par un jeune artiste de rue près du Panthéon, je souris d'une manière que je ne m'étais pas vue depuis des années. C'est un sourire qui n'essaie pas de plaire à quelqu'un, qui ne s'excuse pas d'exister. C'est le sourire de quelqu'un qui s'aime lui-même. Pendant le vol de retour vers le Mexique, j'ai écrit dans mon journal quelque chose que je n'aurais jamais pensé écrire. Aujourd'hui, ça fait 8 jours que je me connais. Ça a été les 8 jours les plus importants de ma vie. J'ai aussi écrit une liste de choses que j'avais apprises sur moi. J'aime le café noir, sans sucre, bu lentement en regardant l'horizon. J'aime marcher sans me presser et m'arrêter quand quelque chose attire mon attention. J'aime parler avec des inconnus qui ont des histoires intéressantes. J'aime manger dans des restaurants où personne ne me connaît. Et je peux être juste Carmen, pas la mère de quelqu'un ni la grand-mère de quelqu'un. J'aime dormir tard quand je n'ai pas à me lever pour m'occuper de quelqu'un. J'aime m'acheter de belles choses pour moi sans culpabiliser. J'aime le silence quand il est choisi, pas quand il est imposé par l'absence des autres. J'aime la version de moi-même que j'ai découverte quand j'ai arrêté de vivre pour les autres. À la fin de la liste, j'ai écrit quelque chose qui m'a surprise par sa clarté. Ma famille ne m'a pas manqué un seul jour pendant ce voyage. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Quand l'avion a atterri à Mexico, je n'ai pas senti l'angoisse que je craignais. Je n'ai pas eu peur de rentrer dans ma maison vide. Je n'ai pas ressenti de tristesse pour la solitude qui m'attendait. J'ai ressenti de la curiosité de découvrir qui allait être Carmen Vasquez maintenant qu'elle était revenue de s'être rencontrée. Dans le taxi de retour à Xochimilco, le chauffeur m'a demandé comment s'était passé mon voyage. Il a été parfait, ai-je répondu. C'était avec la famille. Non, c'était avec moi. Il a ri. C'est la meilleure compagnie. Il avait raison. Quand je suis arrivé chez moi et que j'ai mis la clé dans la serrure, je n'ai pas senti le poids de la solitude que j'avais portée pendant tant d'années. J'ai senti la légèreté de la liberté, parce que j'avais découvert quelque chose de fondamental en ces 8 jours. Être seul ne veut pas dire être incomplète, ça veut dire être entière. Ma maison sentait différent. Elle sentait le nouveau départ. J'ai posé mes valises au milieu du salon et, pour la première fois de ma vie, je ne les ai pas défaites tout de suite parce que quelqu'un d'autre avait besoin de quelque chose. Je les ai laissées là et je me suis servi un verre de vin que j'avais acheté au Duty Free de Barcelone. J'ai trinqué seul, devant le miroir de mon salon, pour Carmen Elena Vasquez, pour la femme qu'elle a été, pour la femme qui est morte, et pour la femme qui est née. Et à ce moment-là, avec le vin italien qui me réchauffait la poitrine et mon reflet qui me souriait depuis le miroir, j'ai su que j'étais arrivé à la maison, mais que cette fois j'arrivais chez quelqu'un qui m'aimait inconditionnellement. J'arrivais chez moi. 6 mois ont passé depuis mon retour d'Europe, et ma vie est devenue méconnaissable dans le bon sens. Ce matin, pendant que j'arrosais mes nouvelles plantes de bougainvilliers dans le patio des fleurs que j'ai plantées parce qu'elles me plaisent, pas parce que quelqu'un d'autre les voulait, je réfléchissais à tout ce qui a changé. La première différence, ce sont mes voisines qui l'ont remarqué. Doña Lupita, celle des Gorditas, m'a arrêté il y a quelques semaines quand je sortais de chez moi. Aïe, Carmen, vous avez l'air différente. Vous avez fait quelque chose? Oui, ai-je répondu en souriant. Je me suis écouté. Il n'a pas tout compris, mais il a souri comme s'il avait saisi l'essentiel. La vérité,
c'est que tout en moi a changé, depuis ma façon de marcher, plus droite, sans me presser, jusqu'à ma manière de m'habiller. Je ne porte plus des vêtements pour me faire oublier. Je porte des couleurs qui me plaisent, des coupes qui me mettent en valeur, des parfums qui me font me sentir belle. Hier, je me suis acheté une robe bleu turquoise qui a coûté 1200 pesos. Avant, j'aurais considéré cette dépense comme une frivolité impardonnable. Maintenant, je la considère comme un investissement dans mon bonheur. Mais le changement le plus profond n'est pas physique, il est émotionnel. J'ai appris à dire non sans donner d'explication. La semaine dernière, ma voisine d'en face m'a demandé de garder ses petits-enfants pendant qu'elle allait chez le médecin. Avant, j'aurais dit oui automatiquement, en annulant mes propres plans. Cette fois, je lui ai dit, je ne peux pas, Esperanza. J'ai d'autres engagements. Je ne lui ai pas expliqué que mes engagements étaient avec moi-même, un cours d'aquarelle que j'ai commencé au centre culturel de Xochimilco. Je n'avais pas à justifier pourquoi mon temps avait de la valeur, il en avait tout simplement. La réaction de ma famille à ma transformation a été révélatrice. Roberto a été le premier à me chercher. Il est arrivé un mardi après-midi, 3 semaines après mon retour, avec une attitude très différente d'avant. Il a frappé doucement, pas avec l'insistance d'avant. Bonjour, maman. On peut parler? Cette fois, je l'ai invité à entrer, mais je ne me suis pas précipité pour lui offrir de l'eau à manger. Il s'est assis au bord du canapé comme une visite, pas comme le propriétaire des lieux. Maman, je veux vous demander pardon. Vraiment. Pourquoi exactement, lui ai-je demandé. Parce que j'avais appris que les pardons génériques ne servent à rien. Pour vous avoir traité comme si vous n'étiez pas importante. Et maintenant, je suis importante. Vous avez toujours été importante, maman. C'est juste que je ne m'étais pas rendu compte que je ne vous le montrais pas. Il y avait quelque chose de différent dans son ton. Ce n'était pas le Roberto qui venait négocier ou obtenir quelque chose. C'était un homme sincèrement repentant. Roberto, que veux-tu de cette conversation? Je veux vous connaître. Ces 3 mots m'ont plus touché que je ne l'aurais cru. Me connaître. Oui. Pendant toutes ces années, j'ai essayé que vous rentriez dans ce dont moi j'avais besoin d'une mère. Mais je ne me suis jamais demandé qui était Carmen au-delà d'être ma maman. C'était la première fois en 42 ans que mon fils aîné me voyait comme une personne complète. Et pourquoi maintenant, lui ai-je demandé? Parce que quand vous êtes parti, Laetitia m'a dit quelque chose qui m'a brisé l'âme. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit, Roberto, ta mère est partie chercher ce que nous ne lui avons jamais donné. Et quand je lui ai demandé ce que c'était, elle m'a répondu, le respect. Laetitia, la femme qui m'avait appelé intense, défendait maintenant ma dignité. Et toi, qu'en penses-tu? Je lui ai dit qu'elle avait raison, que vous méritez du respect et que nous vous l'avons refusé pendant des années. Nous avons parlé 2 heures. Pour la première fois depuis des décennies, Roberto m'a posé des questions sur moi. Ce que j'avais ressenti quand son père est mort. Comment c'était d'élever des enfants seuls en travaillant. Ce qui m'avait plu dans mon voyage en Europe. Il m'a écouté. Vraiment écouté. Quand il est parti, il m'a serré autrement. Pas l'accolade automatique d'avant, mais l'étreinte de quelqu'un qui serre une personne qu'il respecte. Maman, on peut réessayer. Mais cette fois comme des adultes qui se choisissent, pas comme une famille qui se tolère. On peut essayer, lui ai-je dit. Mais ce sera différent. Et différent, comment? Et différent parce que moi aussi maintenant j'aurai des attentes. Je vais attendre que tu m'appelles parce que tu veux savoir comment je vais, pas parce que tu as besoin de quelque chose. Je vais attendre que tu m'inclues dans des plans parce que tu veux ma compagnie, pas par obligation. Ça me paraît juste. Et il a tenu parole. Roberto m'appelle chaque mercredi juste pour discuter. Il m'a invité à dîner avec sa famille le mois dernier et, pour la première fois, il m'a demandé quel restaurant moi j'aimerais essayer. Avec Diego, les choses ont été plus difficiles. Il est venu me voir il y a 1 mois, mais pas pour s'excuser. Il est venu me reprocher. Maman, vous avez beaucoup changé. Vous n'êtes plus la même. Mais tu as raison. Je ne suis plus la même. Et c'est bien. Abandonner sa famille, c'est bien? Diego. Je n'ai abandonné personne. J'ai cessé d'être invisible. Mais nous, on a besoin de vous. De quoi avez-vous besoin de moi? Il n'a pas su quoi répondre.
Vous avez besoin de moi comme d'une personne ou comme d'un service. Maman, n'exagérez pas. Je n'exagère pas, réponds-moi, c'est quand, la dernière fois que tu as eu besoin de moi pour autre chose que de l'argent, des services ou garder des enfants? Silence. Et Diego, quand tu auras appris la différence entre avoir besoin de quelqu'un et abuser de quelqu'un, on parlera. Il est parti fâché. Nous n'avons pas reparlé. Et c'est bien, parce que j'ai appris que tout l'amour ne peut pas être sauvé quand l'autre ne veut pas faire le travail émotionnel qu'exige une relation saine. Esperanza, ma sœur, a été la plus grande surprise. Elle est venue il y a 2 mois en pleurant avec une lettre manuscrite de 3 pages où elle me demandait pardon de m'avoir trahi. Mais Carmen, je savais que ce qu'il prévoyait était mal, mais j'ai eu peur de mal paraître auprès des garçons. Et tu as bien paru avec moi. Non, j'ai été terrible avec toi et je me sens coupable depuis. Coupable de quoi? D'avoir choisi le confort au lieu de la loyauté, d'avoir plus valorisé l'opinion de mes neveux que la dignité de ma sœur. Esperanza est restée tout l'après-midi. Nous avons parlé comme on ne l'avait pas fait depuis des années, pas des enfants, pas des problèmes de famille, mais de nous. Elle m'a raconté qu'elle aussi s'était sentie invisible dans sa propre famille, qu'elle aussi avait confondu sacrifice et amour. Mais Carmen, tu peux m'apprendre à être comme toi maintenant? Comme toi, c'est-à-dire libre, complète, sans peur. Aujourd'hui, Esperanza et moi nous voyons chaque vendredi. Nous allons au cinéma, nous nous promenons à Xochimilco, nous prenons des cafés en terrasse où nous parlons de livres, de voyages, de rêves. Pour la première fois de nos vies, nous sommes des sœurs, pas seulement des parentes. Le changement le plus beau a été avec mes petites filles. Sofia, l'aînée, est venue avec moi à mon cours de peinture il y a 3 semaines. Sa mère, Laetitia, m'a demandé si je pouvais la garder un samedi pendant qu'il réglait des choses. Avant, j'aurais dit oui automatiquement, en annulant mes plans. Cette fois, je lui ai dit, elle peut venir, mais elle devra participer à mon activité. Quelle activité? Je vais à mon cours de peinture. Si elle veut venir, elle devra peindre avec moi. Sofia a été plus excitée que moi. Pendant 2 heures, ma petite fille et moi avons peint des fleurs de cempasúchil à l'aquarelle. Elle m'a demandé pourquoi j'avais commencé à prendre des cours. Parce que je voulais faire quelque chose qui me plaise, à moi. Et qu'est-ce que tu aimes faire d'autre, mamie? C'était la première fois que quelqu'un de ma famille me demandait ce que moi j'aimais faire. J'aime lire, j'aime marcher au parc, j'aime cuisiner des choses nouvelles juste pour moi, j'aime voyager. On peut faire ces choses ensemble, parfois? Bien sûr, mon amour, mais seulement si toi tu en as envie, pas parce que tes parents Y obligent. Maintenant, Sofia vient avec moi à la bibliothèque le samedi. Elle choisit des livres d'histoire et moi je choisis des romans. Nous lisons ensemble en silence, partageant la même passion mais en respectant nos espaces à chacune. C'est la relation la plus saine que j'ai eue avec un membre de ma famille. La vérité, c'est que ma vie aujourd'hui est complètement différente. J'ai des routines que j'ai créées pour mon bonheur. Cours de peinture le mardi, bibliothèque le samedi, promenade sur les Chinampas le dimanche matin. Je me suis fait de nouveaux amis dans mes activités. Des gens qui me connaissent comme Carmen, la femme qui peint des fleurs et lit des romans, pas comme Carmen, la grand-mère toujours disponible. J'ai commencé à faire du bénévolat au centre d'alphabétisation pour adultes, en apprenant à lire à des dames de mon âge qui n'ont jamais eu l'occasion d'étudier. C'est la première fois depuis des années que mon expérience d'institutrice sert à quelque chose qui me remplit l'âme. J'ai mes propres projets. J'économise pour un voyage au Pérou l'an prochain, seul encore, parce que j'ai découvert que je voyage mieux quand je n'ai pas à veiller sur quelqu'un d'autre. Mais le plus important, c'est que j'ai la paix. Je ne me réveille plus en me demandant de quoi quelqu'un aura besoin de moi aujourd'hui. Je me réveille en me demandant ce que je vais faire aujourd'hui pour être heureuse. Je ne mesure plus ma valeur à l'aune de mon utilité pour les autres. Je mesure ma valeur à la façon dont je me traite bien moi-même. Je n'ai plus peur de la solitude. J'ai peur de me reperdre dans les besoins des autres. Hier, en préparant le dîner juste pour moi des pâtes au pesto que j'ai faites en suivant une recette italienne apprise sur la croisière, je me suis rendu compte de quelque chose. La vie d'avant ne me manque pas. Ne me manque pas le fait d'être indispensable pour des gens qui me considéraient invisible. Ne me manque pas de sacrifier mon bonheur pour le confort des autres. Ne me manque pas de vivre des miettes émotionnelles qu'on me jetait quand on se souvenait que j'existais. Parce que j'ai découvert qu'il vaut mieux être seule et complète que accompagnée et incomplète. La leçon la plus importante que j'ai apprise est celle-ci.
Il n'est jamais trop tard pour commencer à te respecter. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de confondre amour et auto-annulation. Il n'est jamais trop tard pour te demander, cette relation m'ajoute-t-elle ou me retire-t-elle? Et jamais. Jamais il n'est trop tard pour choisir ton propre bonheur au-dessus du confort des autres. À 67 ans, j'ai découvert que j'avais vécu la mauvaise vie, mais j'ai aussi découvert que j'avais encore le temps de la vivre correctement. Et cette vie correcte, il se trouve que c'était la mienne. Ma question pour toi est simple. As-tu déjà vécu quelque chose de similaire ou connais-tu quelqu'un qui est passé par une situation comme ça? Je te demande de me répondre en commentaire et, si cette histoire t'a touché à l'intérieur, laisse-moi ton like et abonne-toi à la chaîne, parce que des histoires comme celle-ci doivent arriver à ceux qui ont besoin de les entendre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage vers la liberté.